On est début septembre, c'est bientôt l'automne, il est donc temps que je vous parle de tout ce que j'ai lu cet été. Globalement, j'ai fait de très bonnes lectures que j'ai hâte de vous partager. Je vais laisser le meilleur pour la fin, donc assurez-vous d'être toujours là, puisqu'on va parler de 3 pépites de la rentrée littéraire. Donc si vous êtes à l'affût de très bonnes lectures qui sont également très récentes, ce sera à la fin. Et je vais pas blablater sur septembre parce que c'est typiquement le genre de vidéo où je vais vous parler d'une quinzaine de bouquins. Il faut donc que je sois synthétique. Vous entendez mon ventre? J'ai pas encore déjeuné, pourtant il est pas tard, hein. Il est pas tard, mais je meurs de faim. Raison de plus donc pour aller très vite, synthétique, synthétique, synthétique. Comme ça la vidéo dure pas 100 ans et moi je vais prendre mon petit déj juste après. Comme d'habitude dans ces vidéos, je mentionne vite fait les livres dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos parce que moi ça m'aide après quand j'ai besoin de savoir tout ce que j'ai lu sur une saison. Je sais que je peux retourner à une vidéo et que tout est regroupé, mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet et je vous mettrai tous les liens en description si ces livres vous intéressent et que vous voulez en savoir plus. Et ma dernière lecture de cet été n'est autre que The Cherry Robbers de Sarah Walker que je viens de terminer il y a quelques jours. C'était mon deuxième cobaye pour mon expérience je lis un livre dont je ne sais rien. J'en ai donc fait un vlog plutôt détaillé que vous retrouverez en bas. On enchaîne avec 3 lectures que j'ai faites encore une fois pour une vidéo spéciale. J'ai lu du Cozy Mystery pour la première fois. Et je me suis pris 3 titres Agatha Raisin, le premier tome, donc forcément La Quiche Fatale. C'était sympathique, j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, j'ai lu le premier tome des détectives du Yorkshire, c'est Rendez-vous avec le crime. J'ai bien aimé aussi, c'était également sympathique. Et ensuite j'ai lu Meurtre avec préméditation qui a en effet, comme vous me l'avez dit dans les commentaires, donné naissance à la série Meurtre au paradis. J'ai pas du tout aimé ce livre. Niveau graphique, j'ai pas lu grand chose cet été ni cette année en général, je me rends compte. Je vais peut-être me rattraper un petit peu cet automne parce que j'adore les graphiques, mais c'est vrai que j'ai été plus branchée roman depuis le début de l'année. J'ai continué l'aventure Adabana avec le deuxième tome, c'est de Non. D'ailleurs je crois que depuis tout à l'heure je lis pas les noms des auteurs. Mais bon, toutes les infos seront dans la barre d'infos, ça fait 5 fois que je dis ça, insupportable. Mais oui, comme je vous disais, j'ai continué ma lecture du manga Adabana, ça va être en 3 tomes. J'attends le dernier avec grande impatience, il va arriver en octobre. Manga que j'aime beaucoup, même s'il est atroce. Je vous conseille vraiment d'aller voir les trigger warnings. Et pareil, j'en ai parlé plus longuement dans un vlog de l'été que je vous mettrai là. Dans le même vlog, j'ai aussi lu Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, qui était vraiment une lecture d'été parfaite. J'ai pas trouvé que c'était le meilleur roman de Taylor Jenkins Reid que j'ai lu. Jusqu'à présent, j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, Daisy Jones et du coup Malibu Rising. Et c'était une lecture sympathique, mais j'ai trouvé que ça manquait par rapport aux autres romans que j'ai lus d'elle, que ça manquait un petit peu je sais pas, d'enjeu et de drama un peu. J'ai l'impression que la luminosité est pas top en fait, non, je suis un peu dans le nul. Ensuite, je vous parle brièvement des lectures qu'on a faites avec le book club sur Patreon. N'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous tente. En septembre, on va lire 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. J'ai vraiment hâte parce que c'est un grand classique du réalisme magique que je n'ai encore jamais lu donc. Mais en juin, c'était notre premier mois, on a lu Les Oiseaux du Temps d'Amal El-Motar et de Max Gladstone. C'est une novella de SF qui a raflé tous les prix en 2020, le prix Hugo, le prix Locus et le prix Nebula. Pour une première lecture, c'était hyper sympa parce qu'on a eu des avis quand même assez divergents. Il y a beaucoup de personnes sur le Patreon qui ont eu un coup de cœur pour ce roman parce que c'est une belle histoire d'amour qui est très bien écrite. La plume, elle est riche, elle est poétique, elle est fouillée, elle est lyrique. Et on est plongé dans un univers dont on ne sait pas grand chose puisque on est dans un futur très lointain et on suit Rouge et Bleu qui sont deux agentes
dans une espèce de guerre temporelle. Elles travaillent respectivement pour deux sociétés d'espionnage différentes. Et en fait elles se font la guerre, mais elles vont tomber amoureuses sans se voir. Et elles vont se laisser des messages sur les champs de bataille. C'est comme ça qu'elles nouent une relation. Personnellement j'ai apprécié cette lecture, mais j'ai été assez vite perdue parce que en fait j'avais envie de réponses, j'avais envie de mieux comprendre l'univers, j'avais envie de mieux comprendre la nature de ces messages qu'elles s'envoient, parce qu'ils sont très bizarres, très... Alors c'est pas de simples lettres avec du papier et de l'encre, mais je vous laisse découvrir tout ça si vous souhaitez lire ce livre. Et même si j'ai beaucoup aimé l'histoire et même si j'ai trouvé que c'était très bien écrit, j'ai été un petit peu sur ma faim parce que en fait je comprenais pas grand chose. Et c'est jamais très agréable, je trouve, de ne pas comprendre et de ne pas accepter qu'on ne comprend pas. Ça m'est déjà arrivé de lire des livres où je suis un peu perdue mais où je me laisse complètement porter. Et là j'essayais de ramer un peu à contre-courant et c'est jamais très efficace en fait. En juillet on a lu Les Abysses de River Solomon, qui est encore une fois un roman assez court et qui dans le style était tout à fait différent, puisqu'ici on a une écriture qui est beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple, beaucoup plus factuelle. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que il aborde des thèmes qui sont très importants et qui sont pas faciles. J'en avais parlé dans ma pile à lire de l'été et vous connaissez certainement Les Abysses, mais on suit Yetu qui est une jeune Wajinru. C'est un peuple de poissons, sirènes, humanoïdes qui s'est établi dans les abysses de l'océan. Et en fait ils sont les descendants de femmes esclaves qui ont été jetées à la mer lors du commerce triangulaire parce qu'elles étaient enceintes. Donc on part quand même sur une base historique, sur des faits qui se sont réellement produits. Toute la mythologie de ce roman vient du groupe Drexia, qui a lui-même inspiré le groupe Clipping, et ensuite River Solomon a écrit ce livre, encore une fois en s'étant inspiré de tout ce qui existait déjà. Bref, je me suis un petit peu perdue, mais donc on suit Yetu qui est la gardienne des souvenirs de son peuple, puisque les Wajinru ne sont pas doués de mémoire. Il n'y a qu'une seule personne qui peut porter le poids de leurs ancêtres et de la vérité sur ce qui elles sont. Et donc Yetu est assaillie de visions, de souvenirs qui ne lui appartiennent pas, mais c'est comme si voilà, elle ressentait la douleur de ses ancêtres, la douleur, l'horreur de ces femmes qui ont été jetées à la mer et qui sont donc décédées, mais qui ont donné naissance à leurs bébés, qui sont donc devenus des poissons un peu sirènes. Et bref, je ne vous en dis pas plus, la lumière ça ne va pas du tout. Je ne vous en dis pas plus si ce n'est que c'était une excellente lecture qui parle d'identité, de devoir, de mémoire collective, de l'importance de connaître son histoire, d'individualité aussi. Ça pose plein de questions intéressantes et je pense que c'est un must read. Et ce mois d'août, nous avons lu dans un style totalement différent Dark Matter de Blake Crouch, parce que j'avais proposé des lectures un peu légères, un peu genre thriller science-fiction pour le mois d'août. Dark Matter, c'est l'histoire d'un gars qui a la quarantaine, il est marié, il a un enfant, il habite à Chicago. C'est un professeur de physique à l'université. Et un jour, il se fait capturer, enfin kidnapper, par quelqu'un qui est masqué, qui lui injecte une espèce de drogue. Il perd connaissance et quand il se réveille, sa vie a totalement changé. Il n'a pas le même taf, sa femme n'est plus sa femme, il n'a plus d'enfants, le monde n'est pas le même. Enfin, c'est comme si tout était pareil, mais rien n'est pareil. Et il va essayer de comprendre ce qu'il se passe et essayer de retourner à sa vie, à sa femme, à son fils. C'est pas un livre dont il y a 50 000 choses à dire, ça faisait un peu film d'action blockbuster à l'américaine. Vraiment le truc que j'ai le moins aimé c'est le style, parce que c'est écrit à la première personne et au présent et j'ai horreur de ça. Et on a un style qui est très saccadé, qui est très froid, qui est très impersonnel, très sec. Vraiment je comprends pas ce choix de narration. Mais bon, ce n'est que mon avis. En tout cas, j'ai passé un bon moment. La fin était vraiment cool. Enfin,
Les derniers chapitres sont vraiment cool et apportent une dimension voilà, qui apporte un peu de piment. Sinon je pense que je me serais ennuyée dans la deuxième moitié. Bref, c'était une lecture sympathique, ça casse pas 3 pattes à un canard je trouve, mais si vous voulez un livre à lire ouais, en 2 jours, c'est sympa. Le book club c'est terminé, on passe aux lectures un peu random que j'ai faites comme ça pour le kiff. J'avais oublié, mais c'est au début de cet été en effet que j'ai terminé Blackwater de Michael McDowell avec ce dernier tome Pluie qui est incroyablement beau. Et en fait, je suis en train de me dire que je peux pas trop vous en parler parce que c'est un dernier tome. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment adoré cette saga. Je regrette peut-être juste que... en fait, je me dis que Blackwater, ça va certainement être une saga que je vais devoir relire pour trouver des réponses. Parce que, mine de rien, je trouve qu'on est quand même resté un petit peu dans le flou. J'essaie de vraiment pas spoiler. Comment dire, je pense qu'il y a plein de choses qui ont été disséminées entre les lignes au fur et à mesure des 6 tomes qui pourraient nous apporter des réponses mais que j'ai certainement laissé passer puisque c'était une première lecture et que j'avais pas le fin mot de l'histoire. Maintenant, en sachant tout ce qui se passe, je pense que si je reprends du début, il y a des choses que je vais comprendre qui m'ont peut-être échappé. Mais voilà, vraiment une expérience de lecture que j'ai adoré faire là pendant quelques mois. J'ai vraiment adoré l'histoire et l'ambiance et la plume de Michael McDowell et je sais pas, j'ai tout adoré en fait. Une énorme déception, c'est la seule de cette vidéo, mais elle est conséquente et je suis vraiment triste, je suis déçue d'être déçue. Mais je me dois de vous en reparler parce que je vous l'avais présenté déjà dans mon mid-year Freak Out Book Tag, je crois, en vous disant que j'avais très envie de le lire. Et dans ma palle de l'été, puisque je l'avais acheté d'occasion. La lumière des profondeurs de Frances Hardinge. La couverture est incroyable. Le résumé vendait du rêve. Puisque en gros on nous disait qu'on allait suivre Ark et Jerk qui ont grandi dans un orphelinat, qui se serrent les coudes et qui vivotent de petites arnaques tout en rêvant des trésors que recèle l'abysse, mais qu'un royaume peuplé de cauchemars s'étend sous la mer et qu'il n'est pas toujours bon que les vestiges du passé remontent à la surface. Les deux amis vont l'apprendre à leurs dépens et à ceux de l'humanité tout entière. Et on nous disait que c'était entre du Lovecraft et du Jules Verne. Peut-être pour ce côté, voilà, 20 000 lieues sous les mers. Mais du coup non, parce qu'on ne va pas sous la mer. Il y a plusieurs choses qui m'ont posé problème dans ce livre. Déjà, la promesse qu'on nous fait dans le résumé n'est pas du tout tenue. Parce que en fait, moi, je lis ce résumé, il y a des petits... il y a full créatures marines sur la couverture. On a une carte à l'intérieur du bouquin avec toutes les îles de l'archipel, des myriades, etc. Je me dis que ça va être une histoire où l'océan va être omniprésent, mais vraiment où genre l'action va se passer soit sur l'océan, soit sous l'océan. Nos protagonistes, ils descendent genre 2 minutes sous la mer, et après c'est fini. Je suis allée jusqu'à la moitié je crois, et après j'ai lu en diagonale pour savoir comment ça se terminait, mais... je suis au regret vraiment de vous annoncer qu'il ne se passe absolument rien dans ce livre. Absolument rien. Il n'y a pas d'aventure, on ne va pas sous la mer, ce n'est pas palpitant, ce n'est pas mystérieux. Enfin, j'ai rien retrouvé de ce que le résumé nous promettait. De deux, j'ai trouvé les personnages assez insupportables. On a notamment le meilleur ami du personnage principal, je sais même plus si c'est Ark ou si c'est Jerk. Mais d'ailleurs, Jerk, mais c'est même pas son vrai nom. Le gars il s'appelle pas Jerk, hein, ils se sont trompés dans le résumé, il s'appelle Jelt. J'ai postillonné de ouf. Pour vous dire à quel point le résumé c'est nimp, il n'y a même pas le bon prénom dans le résumé. Bon à partir de là voilà, ça ne va pas quoi. Mais le Jelt là, il est hyper violent, il est hyper agressif et je rappelle que c'est un roman jeunesse. Et en fait le petit personnage principal, il lui trouve toujours des excuses en mode il me frappe mais il m'aime. Il me frappe mais il est tout ce que j'ai. Il est tout mon monde, il est tout mon univers, c'est comme mon frère. C'est un connard, mais bon, en même temps, ce genre de message pas trop remis en question dans un livre jeunesse, je trouve ça limite. J'ai la maturité pour comprendre que c'est pas ok et voilà, ça n'a aucun impact sur moi, mais pour un livre jeunesse, je trouve ça pas top. Et quoi d'autre? Ouais, au-delà de tout ça, j'ai trouvé que le style était pas très adapté. On nous dit que c'est des orphelins, qu'ils ont grandi dans une espèce de... c'est pas vraiment un orphelinat, mais c'est une espèce
ouais, de pensionnat, il n'y a pas vraiment grand monde pour les surveiller, mais au moins ils ont de la nourriture quoi. Et en fait, alors Frances Hardinge, elle a un style qui est assez appréciable parce que c'est plutôt bien écrit. Donc pour de la narration, je suis d'accord, mais après les dialogues, je trouvais que c'était vraiment que ça collait pas du tout aux personnages, à leur âge, à leur personnalité, à la façon dont ils avaient grandi. Enfin, ils s'exprimaient vraiment genre limite voilà, le petit doigt en l'air, et je sais pas, ça m'a beaucoup sorti du roman. Dommage. Ensuite, on reste toujours dans une dimension très maritime. J'ai lu Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vukicevic. Dans Dernier jour d'un monde oublié, on va suivre 3 personnages, 3 points de vue bien distincts. On a 2 personnages qui habitent sur une île dont ils ont pensé toute leur vie qu'elle était le seul morceau de terre de tout l'univers. En gros, il s'est passé un cataclysme des centaines d'années plus tôt et ils étaient les seuls rescapés, du moins c'est ce qu'ils pensaient, donc ils étaient vraiment isolés, jusqu'au jour où un bateau de pirates accoste sur leur terre. On suit donc Naomi qui se surnomme la main, c'est la femme qui est responsable sur cette île de réguler les morts et les naissances. Donc c'est-à-dire que si un enfant naît dans une famille, il va falloir qu'on prenne la vie de quelqu'un d'autre. Donc d'un vieillard, d'un parent, il faut que ce soit donnant-donnant. On suit Arthur qui est un vieux marchand qui a inventé une technologie dont tout le monde a besoin sur cette île, enfin dont personne ne peut se passer. Et il est assez inquiet de voir ces pirates arriver avec peut-être d'autres inventions et de voir tout son gagne-pain réduit à néant. Et on suit une jeune pirate qui vient donc d'arriver sur l'île, qui s'appelle Erika et qui, elle, veut plus que tout quitter ce bateau de pirates et sa mère adoptive qui en fait l'a plutôt kidnappée. Bref, elle veut changer de vie. Arthur, lui, il veut au contraire garder ce qui lui appartient. Et Naomi, qu'est-ce qu'elle veut déjà? Ben je ne sais plus. J'ai trouvé que c'était une lecture très prometteuse, ça commençait hyper bien, ça commence assez rapidement, mais comme vous pouvez le voir c'est un assez petit livre, il fait 350 pages. J'ai trouvé l'univers super intéressant, on a vraiment plein de choses qui sont très mystérieuses, en fait on a plein de choses. On a ce mystère de pourquoi ils ont cru tout ce temps-là qu'ils étaient tout seuls alors qu'en fait il y a toujours des gens. Il y a une espèce de forêt maudite où quand on envoie les gens, visiblement ils ne reviennent jamais, ils en meurent. Mais on se demande pourquoi. Enfin après c'est surtout moi, j'avoue que la forêt elle est pas très importante mais ça m'a un peu titillé. On a de la magie et plein de magies différentes. C'est un univers qui fait un peu médiéval, en tout cas c'est comme ça que je l'ai imaginé, mais en même temps on avait des armes à feu, on a des espèces de créatures avec des écailles, voilà, qui ont l'air de ressembler un peu à des serpents. On a un pouvoir un peu corrompu et on a de grosses questions écologiques parce que vu que c'est une île très isolée, en été, ils souffrent beaucoup de sécheresse et ils ont de moins en moins d'eau potable. Il y a plein de choses, il y a des maladies, il y a une espèce d'institut où des enfants qui ont des pouvoirs très dangereux sont enfermés. C'était très prometteur et en fait je pense que là où ça a un petit peu péché pour moi, c'est que j'aurais aimé, je pense, que ce livre soit 2 fois plus gros pour avoir 2 fois plus de contexte, qu'on prenne un petit peu plus notre temps, peut-être avoir des réponses à des sous-intrigues qui m'ont laissé un petit peu sur ma faim. Comme le disait l'autrice, c'est super intéressant cette dimension un peu à la Game of Thrones où chaque personnage a un but bien précis et aucun personnage n'est ni bon ni mauvais, ils sont tous gris et en fait ils ont juste... Ils fonctionnent en fonction de leurs désirs, de leurs besoins, de leurs peurs. Et au début, j'ai beaucoup apprécié ma lecture et j'avoue qu'après, mais là c'est très personnel, je me suis au fur et à mesure un petit peu désintéressée du sort de nos personnages. Je saurais pas trop dire pourquoi. Peut-être que ce qui m'a sorti un petit peu du récit, comme je vous disais, c'est qu'il y avait des choses que j'arrivais pas vraiment à imaginer. Du style le monde, comment il fonctionne exactement. Ouais, en fait c'était un univers très riche avec énormément de potentiel et
j'aurais tout simplement aimé en savoir beaucoup plus. Mais sinon il y avait des concepts vraiment super intéressants, ce truc de la main là qui régule les morts et les naissances et qui a le pouvoir d'insuffler la vie et de la reprendre, enfin j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis très curieuse de voir ce que va faire l'autrice prochainement. Et maintenant on passe à mes 3 meilleures lectures, ouais je pense, de tout cet update, et c'est les 3 SP que j'ai reçus pour la rentrée littéraire. Je commence avec La Talente qui m'a envoyé un psaume pour les recycler sauvages, un psaume pour les recycler sauvages, c'est de Becky Chambers bien évidemment, et c'est sa nouvelle saga Histoire de moines et de robots. Encore une fois, j'en ai parlé dans le même blog que Adabana et Malibu Rising, j'en ai parlé en long, en large et en travers, donc je vous laisse aller voir cette vidéo pour plus de détails, mais comme d'habitude avec Becky Chambers, c'était une petite bouffée d'air frais. C'est une novella que j'ai lue quasiment d'une traite. C'était réconfortant, c'était rafraîchissant, c'était relaxant et ça m'a fait du bien. Ensuite j'ai lu un deuxième titre de leur rentrée littéraire, Les Jumeaux du Paradoxe de Joshua Chaplinski. C'est marrant parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais j'aurais du mal à vous dire pourquoi. Les Jumeaux du Paradoxe, c'est un roman assez spécial puisque dans l'avant-propos, l'auteur Joshua Chaplinski nous explique qu'il a récolté des morceaux de 3 œuvres différentes. On a l'œuvre de 2 frères jumeaux, donc chacun ils ont écrit un truc, et on a l'œuvre d'une jeune femme également. En fait ils parlent à peu près tous de la même chose, mais chacun de leur point de vue, et chacun a écrit une œuvre à propos de la chose précise dont ils parlent. Ça n'a aucun sens ce que je dis, c'est horrible. Et en fait c'est marrant parce que quand j'ai lu cet avant-propos, j'ai cru du coup que tout ça était réel et que ces œuvres et ces personnes existaient vraiment. En fait, pas du tout. Tout ça est purement fictif. On est donc bien sur de la fiction à 100%, et en fait on suit l'histoire, donc comme je vous disais, à travers différents collages de ces différentes œuvres de 2 frères jumeaux dont le père vient de mourir. Ils ont une relation très complexe tous les deux, et après des années sans se voir, ils sont un petit peu obligés de se réunir pour mettre en ordre les affaires de leur défunt père. Donc ils reviennent dans leur maison, dans la maison de leur enfance. À côté de ça, il y a la jeune voisine qui s'immisce un petit peu dans leur vie. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que c'est un exercice assez intéressant quand même, d'avoir ce collage d'œuvres qui sont en fait fictives, et l'auteur a vraiment réussi à retranscrire vraiment la patte et la plume de chaque personnage. C'est une histoire un petit peu barrée, qui se prend pas vraiment au sérieux dans la façon dont c'est écrit. Voilà, c'est un petit peu décalé, c'est assez drôle, et en même temps ça touche des sujets qui sont quand même assez sensible par moment. C'est aussi intéressant parce que on joue du coup sur la perception de chacun, et on a un peu cette question de qui dit la vérité, quelle version est la bonne. C'est pas un livre qui est vraiment très orienté SFFF, ça se lit presque comme un contemporain avec une dimension quand même un petit peu étrange. C'est très difficile à résumer et j'ai l'impression que j'en dis que des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Mais ouais, c'est pas facile d'en parler. En tout cas, ça a été une très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup apprécié, je l'ai lu extrêmement vite aussi. Et voilà, si ce truc de collage fictif vous intéresse, de 3 œuvres différentes écrites par 3 personnes différentes, mais qui portent sur le même sujet mais avec des perspectives qui ne sont pas les mêmes, et une petite dimension étrange, et ce paramètre aussi de relations familiales un petit peu complexes, et je vous le recommande à 100%. Et maintenant on en vient à la lecture qui m'a le plus bouleversée déjà de toute cette vidéo, de tous les livres que je vous ai présentés, et de toute cette année aussi, et sans surprise je vous parle de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, que j'avais demandé aux éditions Gallmeister au début de l'été. Je l'ai lu dans des circonstances parfaites puisque c'était la canicule, il faisait extrêmement chaud, l'air était étouffant, suffocant, et dans L'été où tout a fondu,
L'histoire se passe lors de cet été 1984, été de canicule extrême où la vie de toute une famille et de toute une communauté même va basculer. C'est un roman qui parle de famille, d'amour, de racisme, de violence, d'extrémisme religieux, de dérives sectaires même, d'homosexualité, d'homophobie, du sida aussi, puisqu'on est donc au début des années 80, quand le sida fait son apparition et bouleverse vraiment la vie de milliers de personnes. C'était une lecture absolument incroyable, époustouflante, à laquelle il est impossible de résister. J'ai déjà lu Betty l'année dernière qui m'avait également bouleversée. D'ailleurs j'ai dit des bêtises, je me suis mal renseignée. L'été où tout a fondu n'est pas son premier roman. C'est le premier roman qu'elle a réussi à faire publier, mais c'est le deuxième qu'elle a écrit, puisqu'en fait elle a écrit Betty en premier, mais Betty a mis 10 ans apparemment à trouver un éditeur, et entre temps elle a écrit et elle a fait publier L'été où tout a fondu. Donc c'est bel et bien le deuxième roman qu'elle a écrit. Si vous voulez que je vous rappelle un petit peu le résumé, en plus des thèmes là, que j'ai déjà évoqués, on est donc dans une petite ville de l'Ohio, la même que celle où se déroule l'histoire de Betty, et on a un procureur qui s'appelle Autopsy Bliss, qui fait paraître une annonce dans le journal en invitant le diable à se présenter à lui. Et le lendemain, devant le tribunal, son jeune fils Fielding trouve un jeune garçon d'à peu près son âge. Il est très étrange, il se présente comme le diable en personne et il est recueilli dans la famille Bliss. Je vous le disais, ça parle de racisme, ça parle d'une espèce de descente aux enfers, d'une communauté qui pète un peu les plombs et d'une famille qui se retrouve brisée. Il y a un passage dans L'été où tout a fondu qui m'a qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Je pouvais plus m'arrêter. Et rien que d'y penser, je vous jure, ça me serre encore la gorge. C'est extrêmement bien écrit. La plume de Tiffany McDaniel, après, elle est quand même très imagée, un peu métaphorique. Et il faut adhérer quand même. Mais même moi qui suis très terre à terre, parfois quand je lis des passages où... oui, des passages qui sont très métaphoriques, qui sont un petit peu allégoriques, je me dis, genre, personne ferait ça dans la vraie vie. Mais même moi, cynique que je suis, Tiffany McDaniel arrive à percer mon cœur. Je ne peux que vous le recommander si vous avez envie de quelque chose d'incroyablement beau, bien écrit, mais de très triste, de très fataliste. Pour le coup, celui-ci, là où Betty était très dure mais avait quand même une lueur d'espoir, celui-ci est... je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il est presque plus dark encore que Betty, dans le sens où il te laisse un peu démuni en fait. Bon, j'ai l'impression que je blablate pour ne rien dire, mais je pense que vous l'aurez compris, j'ai été absolument bouleversée et subjuguée par cette lecture, et j'ai vraiment hâte de lire d'autres livres de Tiffany McDaniel. J'espère qu'elle va en écrire, si ce n'est pas encore fait. Bon, bref, je vais m'arrêter ici. Je crois que je vous ai parlé de tout ce que j'ai lu cet été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres. Je vous lirai avec grand plaisir. Moi, j'ai très hâte maintenant de me plonger dans les lectures d'automne, et je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!